première table ronde de la journée. Elle porte sur la culture, la société et le développement durable, parce que on l'a vu dans son essence même, le couple culture et développement durable engage l'ensemble de la société en raison des changements en profondeur qu'il suppose. Et donc, c'est précisément le sujet de cette première table ronde. Alors, j'invite à me rejoindre sur scène d'abord celui qui en sera le médiateur, Jean-Pierre Seize, qui est directeur de l'Observatoire des politiques culturelles en France. Oui, si vous voulez bien prendre place, Monsieur Seize. Donc, vous serez le médiateur de cette table ronde et il va vous présenter de toute façon plus longuement chacun des panélistes. Avec lui, Yannick Rumpala, voilà, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Nice en France. Joseph Ramoneda, que j'ai vu tout à l'heure, voilà, président de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, philosophe, journaliste, et puis ancien directeur du Centre de culture contemporaine de Barcelone. Manon Barbeau, que j'ai aperçu. Alors Manon Barbeau, cinéaste et fondatrice de Wapikoni Mobile, Québec. On saura dans un instant donc de quoi il s'agit. Et puis Divina Fraumegs, sociologue des médias, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle. Alors, merci d'être avec nous. Vous avez évidemment le casque d'écoute en traduction en simultanée, au besoin. Et puis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marie-André Lamontagne, pour cette présentation. Nous discutons depuis hier sur les interactions à envisager entre la culture et le développement durable, et on s'aperçoit évidemment qu'on ouvre un débat qui est générateur de dialogue. Qui dit dialogue dit parfois négociation et parfois conflit. On a relevé un certain nombre de relations possibles entre ces deux termes. Et pour introduire ces tables rondes, je commencerai par en distinguer trois types de relations. La culture comme dimension transversale du développement durable, la culture comme enjeu et dimension spécifique du développement durable, et je préfère pour ma part d'ailleurs la notion ou le mot dimension à celui de pilier que je trouve trop rigide, trop statique et presque contradictoire avec l'idée même que l'on veut introduire à travers la problématique du développement durable, qui veut exprimer justement les porosités, les circulations et les dépendances entre ces différentes problématiques. Et puis il y a une troisième problématique que l'on n'a peut-être pas relevée exactement comme telle, mais qui court tout au long de nos débats, c'est le développement durable comme culture aussi, c'est-à-dire comme concept fondateur de ce que Edgar Morin nommait hier une politique de l'humanité, et qui transformerait nos manières de vivre, nos modes de vie. Et je disais développement durable comme culture, il faudrait peut-être ajouter un quatrième terme, développement durable comme idéologie. Je vous propose aussi de retenir cette question dans le cadre de notre débat. Alors, cette table ronde, elle se propose de voyager entre ces trois ou quatre aspects de la relation entre culture et développement durable. Et je vous propose de poser une ou deux hypothèses en préalable pour baliser la discussion. S'inscrire dans une perspective de développement durable, cela devrait impliquer l'invention d'une philosophie de vie, d'une relation à l'autre et d'un contrat social capable de prendre en compte cette unité de la civilisation humaine dont nous prenons de plus en plus conscience dans un monde qui justement ne cesse de démultiplier ces dépendances et ces interdépendances. Alors cela implique aussi l'invention de quelque chose qui est de l'ordre du politique, qui serait une nouvelle gouvernance. Et cette nouvelle gouvernance, elle doit pouvoir s'inscrire du plan local au plan mondial. Mais on n'a peut-être pas encore beaucoup parlé de cette problématique de la gouvernance du développement durable, et j'espère qu'on va le faire un petit peu au cours de notre table ronde. Alors, nous réfléchirons à l'articulation entre culture, société et développement durable, un programme impossible en une heure, vous vous rendez bien compte. Nous ne supportons plus la durée, disait Paul Valéry en 1935. On a besoin de durée pour réfléchir, mais nous ouvrirons quelques pistes. Et au cours de cette table ronde, nous allons évoquer des questions éthiques,
des questions de diversité culturelle, de démocratie, des questions organisationnelles, notamment celles qui sont liées à l'organisation du politique, mais aussi à l'organisation des industries, de la communication, des questions d'éducation et des questions de formation. Vous voyez que le programme est vaste. Alors moi, je vous propose de commencer avec Yannick Rumpala, qui est à mes côtés, et d'entrer dans le débat avec lui sous un angle justement peu abordé jusqu'ici, c'est l'angle politique. Et je reprends d'ailleurs le titre d'un papier de Yannick en lui demandant, face à la vulnérabilité du monde que nous avons identifiée et telle qu'elle apparaît aujourd'hui, comment nous organisons-nous sur le plan politique pour affronter les défis que nous avons nommés? Comment la problématique du développement durable réagence-t-elle le politique? Comment le sujet est-il pris en charge politiquement? Alors autrement dit, qu'est-ce que le développement durable fait à la politique, à la gouvernance? Et qu'est-ce que la gouvernance qui s'en réclame fait au développement durable? Yannick, pour nous éclairer sur cette problématique, environ 10 à 12 minutes d'intervention, et je vous ferai signe pour une conclusion éventuelle. Merci, bonjour. Donc ce que j'aimerais montrer, effectivement, moi, ce sont les implications politiques du développement durable, et plus sous forme de questionnement plutôt que des réponses toutes faites. Et j'ai essayé de montrer par la même occasion les liens même avec les enjeux qu'on a qualifiés ici de culturels. Ce qui m'intéresse en effet, moi, dans mes travaux, ce sont les effets de cette reconnaissance diffuse de toutes ces contraintes qu'on connaît maintenant, qui sont les contraintes écologiques. Et effectivement, je pense avoir montré que ces contraintes avaient commencé à générer toute une série d'adaptations, et en ce sens, effectivement, le développement durable peut être considéré comme un catalyseur d'adaptation, un catalyseur de transformation sociale. Et ce que je vais essayer de présenter, c'est effectivement dans quelle mesure ce qu'on peut appeler ce catalyseur, ce vecteur, peut être aussi une forme de vecteur de mise en question des valeurs, mise en question des représentations, mise en question de toute une série de croyances, mise en question de modes de pensée. Et on va donc essayer de voir ensemble jusqu'où ça peut aller et si éventuellement cette série de mises en question peut aller jusqu'à produire un déplacement de l'arrière-fond culturel, de l'arrière-plan culturel qui est le nôtre. Et sur quel réajustement éventuellement ça peut embrayer. Alors, en effet, on a parlé de vulnérabilité parce que ce que contribue à asseoir la thématique du développement durable, c'est cette question des limites, cette fameuse question des limites, qui effectivement ne date pas de la thématique du développement durable elle-même, qui a une ancienneté qui est un peu plus grande, mais que cette thématique contribue à asseoir et à ancrer davantage. Donc l'idée qu'effectivement nous sommes dans un monde fini et que ce monde fini, il va être à gérer, et avec toutes les complications que ça peut impliquer. Donc cette thématique, elle confirme effectivement qu'il y a tout un imaginaire qui est installé et cet imaginaire se voit érodé. C'était l'imaginaire de l'abondance, cet imaginaire d'une nature qui était généreuse. Et on est en train de se rendre compte qu'effectivement, cet imaginaire n'est plus complètement opératoire, que les limites viennent de plus en plus à notre rencontre et brutalement. Et quand je dis imaginaire par la même occasion, ce qui est déstabilisé aussi, ce sont nos modes de vie. C'est toute une série de questions qui viennent à être posées sur nos modes de vie. Et je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin. Alors, jusqu'à présent, le modèle économique dominant a été relativement résistant. Il a encaissé, on va dire, relativement bien ses critiques. Il s'est repositionné. Enfin, moi, c'est aussi une thèse que je défends. Le développement durable, on peut considérer aussi que c'est un moyen pour le modèle économique dominant de se repositionner, de trouver une nouvelle légitimité. Donc, c'est une question éventuellement que je soumets au débat, mais c'est aussi une position qu'on peut défendre. Parce qu'effectivement, quand on regarde les débats qui touchent aux contraintes écologiques, c'est pas la seule thématique qui est potentiellement en discussion. Vous avez effectivement évoqué des questions de décroissance tout à l'heure, mais on pourrait effectivement aborder ces questions des contraintes écologiques, ces contraintes de vulnérabilité, ces contraintes du monde fini, par d'autres biais, qui seraient les questions de sobriété, les questions de modération, effectivement les questions de décroissance, les questions de frugalité. Ça serait un autre moyen. Et la thématique du développement durable n'est pas la seule. C'en est une, qui est effectivement devenue dominante, mais c'est pas la seule. Alors, moi, ce qui m'intéresse, comme je le disais, c'est effectivement donc, non seulement les tensions que cette thématique génère, effectivement du côté des mises en question, et puis les implications qu'elle amène aussi, cette thématique. Et j'en ai relevé quelques-unes, notamment
et une série qui me paraissent assez forte, qui est que la thématique en question, effectivement, elle renforce un grand souci pour les conséquences. Et je dirais même que la thématique du développement durable, elle généralise ce souci pour les conséquences. Elle en fait quelque chose de systématique et elle tend à en faire quelque chose de permanent. C'est-à-dire qu'on serait obligé en permanence de se soucier des conséquences de nos actes individuels, mais aussi collectifs. Alors je pourrais en prendre toute une série d'exemples qui sont, tout le monde fait ses courses au supermarché, et j'imagine que certains d'entre vous regardent les emballages pour vérifier un certain nombre d'indications qui indiquent effectivement que les produits ne sont pas porteurs de conséquences trop importantes pour l'environnement ou pour d'autres aspects. Donc il y a véritablement un enjeu qui se joue là, enfin, le fait de faire percevoir à des individus et à une collectivité les conséquences de leur comportement individuel, mais aussi potentiellement agrégé. Donc c'est un des enjeux, et c'est aussi ce que j'ai étudié dans mes travaux, c'est par quel dispositif ça passe. Et effectivement, ça passe par toute une série de dispositifs qu'on voit de plus en plus présents dans notre vie quotidienne, qui sont des dispositifs de calcul. Voilà, regardez vos étiquettes effectivement d'emballage, vous verrez qu'il y a une forme de quantification des impacts potentiels de vos comportements. Donc toute une série de dispositifs de mesure, de quantification, de calcul, etc., dont l'enjeu est en effet de rendre visibles ces conséquences de façon à pouvoir les gérer, voire à les prendre en compte de manière systématique et permanente, comme je disais. Autre dispositif qu'on pourrait prendre, c'est la fameuse empreinte écologique, qui est une autre manière d'essayer de faire percevoir les conséquences que des individus ou des collectifs ont sur l'environnement. Donc, gestion des conséquences systématique, permanente, c'est, à mon avis, ce qui se joue de manière très forte derrière cette thématique du développement durable. Et pour le coup, ça entraîne une autre question, qui est un autre enjeu, qui est aussi la question des responsabilités, qu'on a abordé un petit peu avec les enjeux juridiques auparavant. Mais on pourrait aussi considérer que ce qui est présent derrière cette thématique du développement durable, c'est un vaste jeu de distribution et de redistribution des responsabilités. Où vont peser les responsabilités? Sur qui? Qui va faire l'effort de s'adapter? Puisque l'enjeu, c'est celui-ci, comme je vais le montrer un peu plus loin. Donc, qui est responsable de quoi? Et si des gens ou des acteurs sont responsables de quelque chose, dans quelle mesure ça les amène à engager des adaptations? Parce que un des enjeux forts, effectivement, dans cette histoire, c'est la question des choix individuels et collectifs. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Vers quoi on s'engage et vers quoi on ne s'engage pas? D'où le troisième point et le dernier point que je souhaiterais aborder dans cette courte présentation, et ça sera le seul gros mot sociologique que j'introduirai aujourd'hui. Ce qu'amène, à mon sens, la thématique du développement durable, c'est un surcroît de réflexivité. Dans le sens où, effectivement, ce sont, comme je le disais auparavant, à la fois les individus et le collectif qui sont amenés à réfléchir sur eux-mêmes, à réfléchir sur leurs actes, leurs comportements, leurs attitudes, et à potentiellement les remettre en cause, ces actes, ces attitudes, ces comportements. Donc, plus de réflexivité, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que non seulement c'est nécessaire, on est obligé de réfléchir davantage à ce qu'on a fait, de fait pour prendre en charge tout ce qui va nous arriver, mais la question aussi c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est capable de mettre en marche, de mettre en branle un niveau de réflexivité suffisant pour traiter les problèmes qui vont être les nôtres? Alors, la thématique du développement durable, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes travaux, on peut considérer qu'elle a commencé à engager cette dynamique réflexive. Et on voit effectivement toute une série de dispositifs sur lesquels j'ai travaillé, qui sont les indicateurs de développement durable, les stratégies de développement durable, qui sont des manifestations de cette réflexivité croissante. On a effectivement ce sont quelques exemples, on a effectivement toute une série d'incitations à ce que la collectivité et les individus reviennent sur eux-mêmes, sur leur comportement, et y compris dans les aspects les plus quotidiens. J'imagine que beaucoup d'entre vous se posent des questions et parfois des dilemmes assez profonds sur est-ce que j'achète tel produit, est-ce que je fais telle ou telle chose, est-ce que je prends tel moyen de transport, et parfois ça peut poser des dilemmes assez perturbateurs, avec cette espèce de pression à penser de manière constante à chacun de ces actes. Alors, où est-ce que la culture vient dans l'histoire? Justement sur la question des valeurs, puisque effectivement, ce qu'amène une thématique comme celle du développement durable, c'est la question des valeurs. Qu'est-ce qu'on privilégie comme valeur? Qu'est-ce qu'on fait comme choix dans l'arbitrage et la hiérarchisation des valeurs? Comment est-ce qu'on va la reconstruire, cette hiérarchie de valeurs? C'est ce qu'amène la thématique du développement durable. Enfin, pas que elle, mais elle notamment.
et jusqu'où est-on prêt à aller, jusqu'où est-on prêt à évoluer. Donc, quand je disais réflexivité, ça veut dire aussi qu'il va falloir apprendre, il va falloir aussi engager, enfin, on peut considérer que certains processus sont engagés, il va falloir engager de nouveaux mécanismes d'apprentissage. Parce que qui dit développement durable dit qu'effectivement on va devoir changer. Et changer, c'est pas seulement adopter du nouveau. Changer, c'est aussi abandonner de l'ancien. Et c'est là que ça va être très dur. C'est qu'il va falloir faire un travail de tri. Et l'enjeu, il est là. Hein. Quand je disais distribution des responsabilités, c'est voilà, qu'est-ce qu'on trie ? Qu'est-ce qu'on considère comme étant à garder, qu'est-ce qu'on considère comme étant abandonné, et c'est là que la discussion va être très sévère, et a fortiori dans un contexte économique qui est tendu comme le nôtre. Et bon, pour ceux qui suivent les débats sur les gaz de schiste, cette question c'est celle-là, c'est qu'est-ce qu'on garde dans nos modes de vie antérieurs, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire évoluer. Donc, lourde question, puisque quand je dis que c'est une affaire de tri, ça suppose aussi de trouver des critères de tri, et qui les construit, ces critères, sur la base de quelles valeurs et sur la base de quel intérêt. Et on fera le lien sans doute avec l'élection de démocratie. La question, c'est aussi non seulement de trouver les critères, mais de trouver les procédures aussi pour faire le tri. Donc, quels intérêts, quels acteurs on intègre dans ces discussions. Donc, je vous laisse imaginer la lourdeur de ces enjeux et la teneur démocratique et la force démocratique que ces questions peuvent poser. Alors, lourde question, comme vous l'avez remarqué. Le problème, c'est qu'actuellement, on est dans une tendance qui est quand même plutôt ambiguë. Vous avez sans doute remarqué qu'on est dans un contexte de crise économique, que ces discussions risquent de ne pas être faciles, puisque les aspects écologiques, fréquemment, hein, à chaque fois dans ces questions-là, les questions écologiques repassent en arrière. Donc, cette question de l'arbitrage entre les valeurs et le fait de remettre parce que l'enjeu, c'est ça aussi, hein, remettre en arrière-plan les enjeux économiques et rééquilibrer un petit peu ces fameux 3 piliers. Donc, je disais tendance ambiguë parce qu'effectivement, et c'est ce que mes travaux ont essayé de montrer, la manière dont s'est installée la thématique du développement durable, c'est plutôt à partir de penchants gestionnaires, avec effectivement plutôt donc un arrière-plan économique, voire économiciste, une forte présence des experts, et je dirais même plus une forme d'ingénierie qui se met en place. On est en train de voir se mettre en place une espèce d'ingénierie écosystémique à grande échelle, et la thématique du développement durable y participe dans une large mesure. Donc l'enjeu, il est là aussi. Et pourquoi ça me pose question ? Parce que dans cette vaste ingénierie qui se met en place, effectivement, on remarque que la culture se voit instrumentalisée. Que, quand je disais tout à l'heure que c'est une question de valeur, vous avez même certains acteurs qui prétendent agir sur ces valeurs et en repérant celles qui seraient à promouvoir et celles qui seraient à dégrader. Donc il y a un petit côté instrumentalisant qui pose question hein, dans cette thématique du développement durable et qui mériterait d'être interrogé. Voilà. Est-ce qu'on continue à s'acheminer vers cette tendance instrumentalisante ou est-ce qu'on s'achemine vers d'autres voies ? Et j'avais envie de terminer en disant si le développement durable, comme je le disais un petit peu auparavant, ne sert qu'à relégitimer un système qui était en voie d'érosion, on peut penser qu'on a perdu quelque chose dans l'histoire et c'est peut-être un petit peu dommage. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci Yannick, vous nous faites entrer dans une autre dimension du débat. On va poursuivre tout de suite, vous parliez de la question des valeurs, on va poursuivre tout de suite avec le philosophe Josep Ramoneda sur cette question des valeurs justement. Josep, on l'a dit depuis hier, nous partageons de plus en plus à l'échelle mondiale le sentiment que nous sommes engagés dans un destin commun. Et ce destin, vers quoi va-t-il nous mener ? On ne sait pas, mais vers un destin commun. Est-ce que l'idée de développer une politique de développement durable devrait alors signifier qu'il faudrait par exemple abolir les frontières politiques, symboliques, culturelles entre les hommes ? Ou est-ce qu'il faut d'ailleurs envisager cela ? Et puis, le développement durable, ça implique aussi, je dirais, une politique humaniste. Mais quel humanisme ? Ça implique une autre vision sans doute de la démocratie. Mais quelle démocratie doit-elle s'adapter à l'idée de développement durable ? Quelles sont les difficultés que l'on doit affronter par rapport à tout ce thème-là ? Et puis, comment éventuellement les déborder et les affronter ? Merci. Vous m'incitez à parler d'un sujet qui m'est spécialement sensible, que c'est celui des frontières. Non ? Et au fond, je pense que les problèmes qu'on discute, que les problèmes qu'on se pose, c'est des problèmes de reconnaissance.
Et la reconnaissance, c'est à la fois la conséquence des partages qui sont résultat de la construction des frontières, il exige l'enlèvement des frontières. Simplement, avant d'entrer dans les vifs de mon intervention, une petite anecdote que je crois que c'est significatif là-dessus. Cette année, au mois de février, j'étais à Medellín. Ça faisait des ans que je n'avais pas été là et j'étais étonné de l'énorme changement qu'il y avait. Il y avait des quartiers qu'on ne pouvait pas visiter avant, et qu'on pouvait aller presque partout sans grand problème. Vraiment, il y avait un grand changement. Et ces changements étaient dits vraiment une intervention importante des institutions publiques qu'ils avaient fait des équipements clés dans les quartiers les plus difficiles. Et dans un de ces quartiers, la commune 1, que c'est une des communes les plus dangereuses historiquement, ils y ont fait un métro élevé, un métro câble qu'ils disent, et une sorte d'énorme bibliothèque. Et alors j'étais dans cette métro câble, il y avait un jeune type, et la personne qui m'accompagnait, un journaliste de Medellín, lui a posé la question combien d'amis tu as vu mourir pendant ces années? C'était un jeune de 27 ou 28 ans. Il a répondu 30. Alors on lui a posé la question, tu étais dans la guerre? Et il a dit oui. Oui, un peu, voilà. Alors on lui a posé la question, et pourquoi maintenant la violence a tombé? Et il a dit, parce qu'ils ont disparu les frontières. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Alors il nous a raconté, on était élevés sur le quartier avec les métros câbles, qui étaient un métro. Et il nous a dit, vous voyez, cette rue-là, par exemple, c'était une frontière. J'étais de ce côté. Si j'ai passé à l'autre côté, je me faisais tuer. Mais c'était quoi ces frontières? Ah, je ne sais pas. Mais je ne pouvais pas passer. Voilà, c'était simplement une anecdote pour introduire. Mon réflexion télégraphique, parce que les temps l'exigent, sera plutôt un index, si vous voulez après, disons, que je développe un sujet précis, j'essayerai de le faire. Mais presque dans la forme d'un index, je voudrais répondre à 3 questions. Qu'est-ce que c'est le développement durable du point de vue culturel? Quels sont les obstacles culturels et quelles seraient les conditions d'un possible nouveau contrat? Ma perspective, c'est la perspective culturelle. Je ne suis pas spécialiste dans la question de la soutenabilité, tout ça. Ma perspective est la perspective culturelle. Alors voilà, pour moi, les points de départ, c'est clair. L'homme, c'est un animal relationnel. Malgré que, comme dit Kant, relationnel contre lui-même, l'insociable sociabilité de laquelle parle Kant, qui se relationne parmi les signes et les symboles, c'est-à-dire parmi la culture. Alors, à mon avis, l'apportation de la culture au développement durable doit être l'humanisme, mettre la condition humaine au centre des débats. Mais ça exige, à mon avis, une relecture de la relation culture-nature. La culture était trop brutale. Dans une période, on a voulu séparer excessivement culture de nature. Ça demande un nouveau humanisme. À mon avis, ça doit être un humanisme de la contingence contre les humanismes du roi de la création. Et je crois que cet élément d'une certaine humilité, ça serait utile. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la question du développement durable du point de vue culturel? C'est vivre ensemble gens différents, et c'est plusieurs cultures, une seule humanité. Ça, c'est une expression de Zygmunt Bauman que je crois qui définit très bien l'idée finale, plusieurs cultures, une seule humanité. C'est pour ça que je crois que c'est beaucoup plus important la mutuelle insémination culturelle que les stricte conservation. Les mélanges et les contacts, beaucoup plus que la mythification de la pureté des cultures fermées, isolées, qu'on doit préserver. J'apprécie beaucoup l'idée de Paul Ricoeur quand il dit qu'une culture doit se relationner avec une autre, avec une conscience d'idéal et une volonté de traduction. Les groupes humains ne sont pas disons, d'espèces différenciées à conserver, sont des entités culturelles dynamiques qui changent et interchangent. Ce qui est important, c'est créer un protocole basique de communication. L'origine culturelle ne peut pas être un moteur de vérité ni de bonté insuperable. On doit se communiquer, parler, discuter et trouver des liens, des vincles
des minimums, je dirais, un minimum démocratique commun. Dans cette perspective, à mon avis, c'est fondamental, disons, la reconstruction des conditions minimes d'égalité, comme disait Claude Lefort. Les conditions minimes d'égalité, ce sont les conditions minimes de la démocratie. Alors je vois qu'une véritable culture durable doit être liée à une véritable culture démocratique. Pluralisme réel, ni l'apologie de la différence, ni la tolérance compassive. Pluralisme réel, c'est-à-dire chacun est ce qu'il veut être dans un espace partagé. C'est-à-dire reconnaissance. Mais quelle est la véritable reconnaissance? La véritable reconnaissance n'est pas la reconnaissance de la tolérance. Je te reconnais à toi et je te permets de parler. Non, la véritable reconnaissance, c'est je te reconnais à toi et je reconnais que tu as le droit de me reconnaître à moi. Ça, c'est la véritable tolérance. Non? Et finalement, éviter la rupture des humanités. Oh, il y a un moment qu'on arrive à penser que peut-être Nietzsche avait raison et qu'on n'est pas très loin de voir dans le même monde les derniers hommes et les super-hommes. Et il faut faire attention parce que les pouvoirs des nouvelles technologies, c'est extraordinaire. Dans la table ronde précédente, on y a fait référence à les pouvoirs de la technologie et la communication, mais aussi les pouvoirs qui viennent de la biotechnologie, qui probablement fera petite tous les risques de la technologie de l'information. Il faut éviter, garantir une société ouverte à la maximisation des options par chacun, mais attention à la rupture de l'humanité, risque, à mon avis, aggravé par le nouveau analphabétisme technologique. Quels sont les obstacles? Oh, les obstacles du point de vue culturel, il y en a plein, non? Mais j'en signalerai 5 ou 6. Le premier obstacle, c'est qu'en ce moment, la capacité normative est en main du pouvoir financier. C'est lui qui établit les critères de comportement des gens. Aujourd'hui, c'est le pouvoir financier. Et la preuve est que tout le monde fait la gestion de tout. J'ai fait la gestion de mes enfants, j'ai fait la gestion de mon travail, j'ai fait la gestion de mes divorces, j'ai fait la gestion de mes amours. Tout est gestionnable. Tout est gérable, excusez-moi l'espagnollisation du mot. Tout est gérable. On gère tout. Deuxièmement, la culture nihiliste qui est à l'origine de la crise. Tout est permis. Tout est permis. On peut imaginer une croissance sans limite, on peut imaginer des bénéfices dans les entreprises de 2 digits sans limite, on peut construire, dans le cas de l'Espagne est emblématique, de cette folie de croire que tout est permis. En 2007, l'Espagne, un an avant de l'explosion de la crise, l'Espagne a bâti plus d'habitations, plus de maisons d'habitation que l'Angleterre, la France et l'Allemagne ensemble. C'est quelque chose. Le troisième obstacle, la dynamique désocialisatrice de la consommation. La consommation, c'est évident, qui individualise, éloigne, casse la libido, détruit la relation avec l'autre. Cette désocialisation de la société a fait disparaître un concept qui était, à mon avis, un concept clé de la philosophie politique, c'est le concept de bien commun. Les mythes de la compétitivité, qui est l'horizon idéologique de notre temps. Un mythe qui est terrible du point de vue qui nous occupe parce que son impact sur l'enseignement, et l'enseignement est décisif dans tout ce qu'on est en train de parler, vraiment, c'est terrible parce qu'il fait de la compétitivité l'objectif principal de l'enseignement et transmet aux enfants l'idée que l'enseignement, que la compétitivité, c'est l'horizon par lequel ils doivent se préparer. Les politiques culturelles, comme elles sont envisagées, sont aussi un obstacle parce qu'elles sont dirigées avec 2 critères principaux. Le patrimoine et la légitimation mercantile, la légitimation commerciale.
ou c'est le patrimoine, une idée plutôt conservatrice du patrimoine qui intéresse, et c'est là que les gouvernements investissent, ou c'est les mercantiles, la bonne culture, c'est celle qui a un succès commercial. Là, il ne faut pas que les institutions publiques s'y engagent trop, il y a déjà les marchés des entreprises pour les faire fonctionner. Et finalement, l'idéologisation de la pensée durable, qui risque de, une fois plus, comme on a vu souvent dans des projets très intéressants, on entre dans les divisions entre bon et mauvais, entre pur et impur, et se place, disons, comme une sorte d'exigence supradémocratique. Quelles seraient les conditions, pour finir, quelles seraient les conditions d'un nouveau contrat, au moins du point de vue de la culture? À mon avis, la condition principale, c'est entrer dans une culture de coopération. À mon avis, c'est le seul élément positif, au moins en Espagne, de la crise qu'on est en train de vivre. On commence à voir apparaître des formes très intéressantes de coopération entre les citoyens qui vont beaucoup au-delà de la simple idée de solidarité ou de compassion. Ils sont beaucoup plus consistants et qui laissent apparaître et commencent à configurer des formes d'organisation et de fonctionnement social nouvelles qui sont capables de générer, de provoquer une dynamique de pression sur les pouvoirs politiques et sur les pouvoirs économiques très forte. En ce sens, en Espagne, il y a un énorme succès des mouvements sociaux dans le domaine des hypothèques et des gens qui sont expulsés de ces maisons pour ne pouvoir pas payer. C'est un petit exemple, mais c'est un exemple très important et c'est, disons, la pointe de l'iceberg d'une culture de coopération qui se développe, qu'à mon avis est très important et qu'en plus, elle devait avoir l'appui des nouvelles technologies si vraiment elles sont, comme on dit, collaboratives. Évidemment, coopération, ça veut dire participation. Participation, ça veut dire culture de la responsabilité partagée, l'expression de Tony Jatt. Et ça veut dire réforme institutionnelle de fond. Qu'est-ce que je veux dire réforme institutionnelle de fond? La redistribution, il y a une seule forme de réforme, la redistribution réelle du pouvoir. Quand on est dans un moment d'accumulation, jamais de redistribution du pouvoir. Pour finir, ça c'est important de commencer à développer une véritable culture du savoir-vivre. J'ai proposé la création d'une institution culturelle dans ce sens et je crois que c'est un des objectifs qu'on devrait avoir, du savoir-vivre dans le sens fort du mot. Savoir-vivre d'une autre façon. Savoir-vivre, simplement, je ne vais pas adjectiver. Finalement, je crois que, malgré tout, la ville, c'est lié d'une humanité particulière, comme disait Marc Bloch, qui a permis à l'Europe de faire un saut si important dans la modernité. Qui, à mon avis, doit être le cadre de référence d'une culture de ce sens. Parce que, à mon avis, la ville a la possibilité d'offrir des identités non exclusives, inclusives, que jamais un État-nation ne sera capable d'offrir. Et si c'est la ville, c'est l'espace public, ouverte, avec droit à l'indifférence et avec pluralité de fins. L'exclusion, c'est la négation de l'espace public et à la fois, c'est la négation de la ville. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Joseph. Culture de la coopération, démocratie véritable. Mais est-ce que la démocratie n'est pas piégée de plus en plus par des formes de servitude culturelle qui la limitent, Divina? Je me tourne vers toi en disant quelques mots pour introduire ton intervention. D'abord, on assiste à une restructuration majeure dans le champ des communications. Des stratégies de convergence entre des grands groupes se mettent en place dans les industries culturelles, qu'on appelle aussi parfois industries créatives ou de la communication. Ces grands groupes tentent à maîtriser des flux, les contenus, les types d'écrans. Et la question que je souhaiterais te poser, c'est cette perspective,
comment elle impacte notre vie quotidienne et quels risques elle représente de ce point de vue-là. Et est-ce qu'il y a des contre-stratégies possibles à mettre en œuvre pour limiter les effets de cette dynamique-là? Comment agir sur le plan de la formation et de l'éducation et d'une éducation culturelle durable dans un domaine en constante évolution d'une part et tellement prisé par des intérêts privés d'autre part? En 12 minutes, si tu arrives à répondre à toutes ces questions, Divina, bravo. Merci les copains. C'est effectivement très vaste et je ne vais pas y arriver, ne vous inquiétez pas. Mais peut-être ouvrir des pistes quand même pour réfléchir ensemble et peut-être de manière un peu moins négative ou un peu plus optimiste, tout en prenant compte des réalités. Moi, je vais essayer de parler plutôt dans la perspective du développement durable, plutôt de l'environnement, et d'un environnement spécifique, qui est l'environnement médiatique, qui est un environnement extrêmement d'ubiquité en ce moment, extrêmement ambiant, et qui passe pratiquement partout par le numérique. Et puis je vais essayer de parler de la participation et de ce que j'appelle la gouvernance distribuée avec d'autres collègues et d'autres chercheurs. Participation, enfin gouvernance distribuée, pour nous ça implique 4 piliers. D'abord l'accès à la culture, bien sûr, l'information sur cette culture, la participation de tous les citoyens, notamment de la base, et puis la responsabilité, c'est-à-dire le droit de regard et le droit de retour sur la culture et les problèmes qui sont générés autour d'elle, autour de son exploitation, de sa mauvaise exploitation. Participation, je vais essayer de la présenter plutôt sous une perspective dynamique, c'est-à-dire pour moi c'est pas simplement l'accès, c'est très souvent dans les politiques culturelles déjà à la base des indicateurs, on va pas beaucoup plus loin. En développement durable, participation, ça veut dire aussi appropriation réelle de ces technologies, de ces médias et surtout du coup développement des opportunités pour l'individu et sa collectivité. C'est sur la question des opportunités, bien sûr, que je crois qu'on est tous focalisés pour essayer de se projeter au-delà de la crise. Et pourtant, on est dans une situation très semblable. Tout à l'heure, j'entendais parler de l'exception culturelle, très semblable, me semble-t-il, à la période de l'exception culturelle dans les années 90. C'est-à-dire qu'on est à nouveau devant une situation d'énorme position dominante, si je puis dire, des États-Unis, voire d'abus de cette position dominante, puisqu'on est devant une méga fusion en ce moment d'environ une douzaine d'énormes corporations de droit américains, voire californiens. Vous les connaissez toutes, puisque vous les pratiquez et qu'elles vous ont complètement acculturé. Et moi aussi, d'ailleurs, c'est pas une critique. Bien, c'est celle qu'on connaît moins, c'est General Electric, c'est-à-dire le nucléaire et la défense. Mais après, bien entendu, il y a Apple, il y a Microsoft, il y a Google, il y a Yahoo et Facebook du côté du web. Qui se sont bien entendu appropriés et qui s'entendent très bien avec les autres, les 6 autres grandes, c'est-à-dire Disney, Warner, News Corp, Viacom, CBS. J'appelle ça HollyWeb. Voilà, parce qu'il y a vraiment une fusion avec des tensions. On a bien vu que du côté de la propriété intellectuelle, le web voudrait bien qu'il n'y ait pas. Mais en ce moment, ça fonctionne quand même assez bien. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que HollyWeb nous fournit à tous des plateformes prêtes à médiatiser, qui forment notre environnement médiatique actuel. C'est une situation que j'appelle d'écran navette, parce que les individus que nous sommes, dans la culture, on se retrouve avec 2 écrans à notre disposition. L'écran broadcast, classique, les médias, genre télé, etc., qui continuent à faire les histoires de la culture, les séries, les films, etc. Et puis l'écran broadband, qui est l'écran des réseaux sociaux, où il y a la conversation culturelle sur ces histoires qui nous sont proposées. Et ces 2 écrans circulent entre eux. Ça crée 2 nouveaux biens culturels, à mon avis, par rapport aux industries culturelles classiques, que je vous soumets, parce qu'elles sont importantes, à mon avis, pour le développement durable. D'une part, les biens expérientiels, c'est-à-dire les biens que l'on utilise ou qu'on achète seulement après usage, et pas vraiment donc sur la base de la propriété, mais peut-être de l'échange, du test, du partage, etc. Et puis les biens relationnels, du type l'amitié,
Facebook, Friendship, où ce qui est intéressant, c'est que c'est entièrement gratuit, mais que ce qui est très important, c'est le bien-être. On est dans l'hédonisme, on est dans la recherche du savoir-vivre et dans le partage. Et l'idée, c'est qu'on est dans quelque chose de gratuit. Or, HolyWeb crée très très bien la confusion entre les deux. Google et Facebook vous apparaissent comme des biens relationnels, alors que ce sont des biens expérientiels. Vous allez être utilisés. Et du point de vue de l'imaginaire, il y a une mutation qui se passe même dans le numérique. On a commencé avec une métaphore très joyeuse, très plaisante du surf. On est maintenant dans la mine, et dans le data mining, et le profilage, la traçabilité, etc. Donc une confusion là aussi entre les promesses et les périls dont il faut tenir compte. Donc voilà, c'est un petit peu cet environnement-là qui est le nôtre en ce moment. Enfin, c'est une proposition que je vous fais. Et donc, par rapport à la diversité culturelle, il y a des problèmes pour nous, Européens ou Québécois, ou pour les autres personnes de la planète d'ailleurs, et les autres pays, parce que c'est une situation asymétrique, bien sûr. On en parlait tout à l'heure, qui menace le pluralisme des contenus et puis la maîtrise des biens culturels locaux, par ceux qui les produisent en dehors de l'espace nord-américain. Vous avez bien vu le débat sur Google, puisque Google ne laisse rien traîner en Europe, rapatrie tout, y compris les retours de la publicité, etc. Et qu'il est quand même un petit peu temps que les pays se réveillent de ce côté-là et fassent le bras de fer. C'est possible, il n'y a pas de fatalité dans le numérique. C'est une question de volonté politique, comme le droit. Voilà, donc le défi pour la diversité culturelle et le développement durable tel que je l'entends, donc, c'est bien non pas tant la protection et la promotion, qui sont des mots inscrits dans la Convention et le traité sur la diversité culturelle et qu'il est très important de garder inscrit. Le Canada et la France se sont bien battus pour ça, mais il faut en inscrire un nouveau, qui est vraiment celui de la participation, qui a été évoqué un peu dans la Convention quand on a gentiment parlé de la société civile, mais en se gardant bien d'essayer de développer ce que ça pouvait vouloir dire en termes de biens culturels et en termes de développement durable. Voilà, alors cette participation, quand elle est active et elle est reconnue, elle peut même être rémunérée, en tout cas c'est ce que je voudrais soutenir comme position, par toute une série d'acteurs qui sont des nouveaux entrants dans la culture. Parce que la culture se démocratise quand même avec les biens numériques, par le biais d'un accès à bas coût justement au numérique. À partir de ce constat, que j'espère partager avec vous, comment on fait de la gouvernance. Et ce que je propose, c'est de faire une gouvernance par le bas. C'est-à-dire une gouvernance où on regarde d'abord ces phénomènes de pratique et d'usage avec un certain nombre d'acteurs et d'outils avant d'arriver à développer des politiques publiques. Cette gouvernance par le bas, comment est-elle possible et est-ce qu'elle est réalisable? Je dis oui, parce que la technologie est déjà là. Tout le monde pense à Internet. Attention, ça va très vite. On parlait de vitesse tout à l'heure. La façon dont ça se propage, c'est par le téléphone mobile. Et il y a 5 milliards de téléphones mobiles contre environ 3,9 milliards de radios et environ 2 milliards de PC. Donc vous pensez ordinateur, quand vous pensez numérique, pour beaucoup de gens à la planète, y compris les jeunes chez nous, mais bon, vous aussi, elle est très portable et très mobile, cette culture. Et elle génère du média. Le téléphone mobile est un média. C'est pas juste de l'accès, il y a du contenu là-dedans, la création de contenu, de l'échange de contenu, etc. Donc ça va très vite vers ces dimensions-là de la culture, et donc d'une ubiquité de la culture pour toutes sortes de nouveaux entrants, y compris des gens de bas niveau économique, mais pas culturels, peuvent être très riches. Sociétés et cultures indigènes. Médéine, qui a beaucoup changé effectivement avec ses accès à la culture, les points d'accès à la culture, j'y reviens. En tout cas, pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle adoption? Et ça, c'est important pour la culture, me semble-t-il, parce que la technologie vient à son aide. C'est parce que les usages sont devenus très aisés, parce que cet outil, notamment le téléphone, offre toutes sortes de multifonctionnalités, et que pour la culture, donc, il n'y a pas de rupture.
tout peut se faire en continuité. Les gens peuvent chatter, faire du relationnel, faire de l'expérientiel, faire de la consommation bête et méchante, etc., sans avoir l'impression d'être en rupture avec leur environnement. Ça demande une infrastructure faible et des barrières d'entrée basses. Pour la culture, c'est important. Quand on pense en termes classiques d'infrastructures, genre d'énormes bibliothèques, d'énormes musées, etc., bien sûr qu'il en faut, mais pour l'individu, du point de vue de la gouvernance d'en bas, l'entrée, c'est un téléphone portable. On peut même le voler. Voilà, donc des multifonctionnalités et du coup, là-dedans, une économie qui n'est pas l'économie des grands Hollywood, c'est une économie beaucoup plus informelle, où les échanges se font entre le troc, le don, etc., et peuvent être extrêmement créatifs. Cette industrie créative-là, telle que je la vois, c'est celle-ci. C'est pas celle qui essaye de formaliser l'OMPI en ce moment, en la recadrant dans la propriété intellectuelle. C'est cette économie. Parce que qui sont les acteurs ? Les acteurs, certains d'entre eux, d'ailleurs, par provocation, s'appellent eux-mêmes des pirates. Quand c'est pas l'industrie qu'ils appellent comme ça d'ailleurs. Mais moi, je les appelle des métayers. Parce que c'est d'anciens métayers. Ils sont sur des propriétés mises à leur disposition par des grands latifundistes du cyberespace. Et ils payent avec leur temps de travail, leur temps de présence et leur créativité sans se faire rémunérer. Pour le moment, il n'y a pas de rémunération. Donc il y a quand même du vol de la part des grands propriétaires de Hollywood. Il y a quand même là-dedans aussi des amateurs et des semi-professionnels, voire des gens qui sont des professionnels et qui ont fait ce choix de ne pas aller vers les grands labels et de s'exprimer, de se faire connaître par le bas. Il y a aussi des communautés locales, il y a des villes créatives, labellisées par l'UNESCO, certaines d'entre elles, mais pas toutes. Barcelone ne l'est pas, je voudrais bien qu'elle le soit en tant que catalane. Voilà. Il y a des communautés donc qui sont toutes entières impliquées. Comment ça peut fonctionner ? Par quels moyens ? C'est pas cher. Ça fonctionne par microcrédit, par micro-paiement, voire par du libre. Le libre pouvant générer de l'économie, ce qu'on veut vous faire croire qu'il ne peut pas faire. Le libre n'est pas gratuit, mais le libre génère de l'économie. Il génère une économie alternative, indépendante, locale, donc localisable, donc soutenable, et qui va dans l'ensemble vers une construction de biens communs. Voilà. Ça fait des changements en termes de gouvernance. Ça veut dire que les grands modèles classiques, on n'est pas obligé de les suivre. La coordination internationale peut se passer par d'autres instruments que l'OMPI ou l'OMC. Ça passe par des individus entre eux. Et les grandes plateformes, etc., peuvent aussi être contournées par des individus qui créent les mêmes. J'ai presque fini. Donc pour la gouvernance par le haut, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait. Sinon, on ne serait pas dans un consensus. Pour un nouveau contrat social, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, on voit bien, décentraliser un maximum. L'administration des recours, le modèle pour moi, c'est le Brésil, avec les points de culture, avec le crédit participatif, c'est-à-dire une partie des recours de la communauté va à ces points de développement culturel. Medellín en est un exemple frappant de succès, parce que ça a créé de la paix. Une distribution donc de toutes ces ressources publiques, plus de promotion donc de tous les systèmes de micro-paiement et de microcrédit, et de services qui vont dans ce sens-là. Et surtout pour moi, je reprends au bon ce que me disait Jean-Pierre, eh bien c'est l'idée d'une formation qui serait aussi très très différente. Moi je parle de translittératie dans ce sens-là, pour combattre en ce moment l'électronisme actuel. Le fait que beaucoup de nos jeunes et beaucoup de tous les participants de la société civile participent mal, ne sont pas au niveau des opportunités dans l'accès, ils sont encore dans l'accès à l'infrastructure, ils ne sont pas dans l'accès réel et l'accès par opportunité. Et ça, il n'y a pas photo, il faut changer notre éducation, mais complètement. Elle est absolument caduque. Elle est obsolète. Et pour nos jeunes, c'est une catastrophe que l'on voit dans le taux de chômage. Donc moi, je suis pour vraiment promouvoir une translittératie à deux niveaux. La classique, bien sûr qu'il faut encore savoir lire, écrire et compter, mais surtout, il faut savoir chercher et créer. Voilà. Quand on aura mis ça ensemble, nous serons dans un développement durable où chacun
pourra s'investir dans sa culture et créer du nouveau. On ne sera pas simplement dans la promotion, on sera vraiment dans la création, ce qui est quand même un mot qui manque encore beaucoup dans les politiques publiques, à côté de promotion et protection. Création en tant que telle. Voilà. Donc j'espère finir sur cette note optimiste. Tout est possible. Tout est possible. Il y a une volonté politique en ce moment qui manque et qui regarde en arrière. Merci beaucoup, Divina. Alors, je me tourne vers Manon Barbeau avec beaucoup de plaisir, parce que en vous entendant les uns et les autres, je ne regrette pas de lui donner la parole maintenant, et je vais faire peser sur ses épaules de grandes responsabilités. Je vais lui dire que d'une certaine façon, elle représente l'anti-Holy Web dont parle à l'instant Divina. Elle va nous parler d'une expérience de participation qui fait résonner des thèmes de la diversité culturelle d'une manière tout à fait incroyable. Et on est dans une expérience évidemment particulière, locale. Alors, Manon, présentez-nous cette expérience. Vous êtes documentariste, je le rappelle, vous êtes réalisatrice. Présentez-nous ce projet de Wapikoni Mobile, ce studio ambulant de formation et de création. Et raccrochez-vous aussi à tous ces thèmes de débat. Je suis sûr que vous allez le faire avec beaucoup de facilité. Je vais me lever parce qu'il y a des photos qui vont défiler dans 1 minute seulement, d'accord? Le temps que je fasse un préambule. Et ça va être plus facile de les commenter si je suis debout. Donc, on parle de gouvernance et moi, je vais vous parler des Premières Nations. Pour la France, donc les Indiens du Québec, qui tentent d'accéder à une gouvernance et à une autogouvernance, mais qui, pour le moment, n'existe pas. Eux-mêmes. Ils forment 1% de la population du Québec, donc environ 80 000 personnes, et le cinéaste Richard Desjardins les a baptisés, les a appelés à juste titre le peuple invisible, parce que si on se promène sur la plus grande artère à Montréal, la rue Sainte-Catherine, et qu'on interroge 99,5 des gens qu'on y rencontre en leur demandant de nous nommer 2 nations sur 11 ou 3 communautés sur 52 des Premières Nations du Québec qui partagent donc le même territoire, ils seront incapables pour la majorité d'entre eux. Donc oui, je suis cinéaste, je travaille avec les marginalités, j'ai travaillé avec les jeunes de la rue, avec les prisonniers condamnés à de lourdes peines, en utilisant le cinéma comme outil de médiation. Et depuis 10 ans, je travaille avec les Premières Nations du Québec, ou Indiens ou Amérindiens pour vous, à l'aide d'un studio ambulant de cinéma. Peut-être qu'on peut faire commencer à défiler les photos. À l'aide de cinéma, de studios de cinéma ambulants, donc de grandes caravanes de 33-34 pieds, pour vous 14 mètres environ, et qui ont, ici c'est Wapikoni. Je ne vais pas suivre les photos tout le temps, mais je vais quand même vous la présenter parce qu'elle est l'inspiratrice initiale du projet. Wapikoni, ça veut dire fleur en Atikamekw. Elle était donc de la nation Atikamekw et c'était ma collaboratrice principale. Elle avait 20 ans alors que j'écrivais un scénario avec eux qui s'appelait La fin du mépris. Et Wapikoni était l'envers du suicide. On se suicide beaucoup dans les communautés des Premières Nations. Elle incarnait la force et l'espoir et c'était sans doute une future chef. Mais à la fin du scénario, sa voiture a heurté un camion forestier qui coupe le bois sur son territoire, illégalement stationné en bordure des routes de terre qui sont extrêmement dangereuses et qui mènent à ces communautés. Elle a perdu la vie à ce moment-là et c'était vraiment tellement révoltant qu'on a abandonné le scénario et j'ai créé avec les Premières Nations du Québec, donc avec le Conseil des jeunes des Premières Nations et avec l'Assemblée des Premières Nations, ces studios ambulants de cinéma qui vont vers eux. On va donc dans 21 communautés des Premières Nations. La chambre a été transformée en studio de montage, la douche en studio de son, le salon et la cuisine en lieu de rassemblement, de projection et d'apprentissage. Et les équipes leur apportent tout ce qu'il faut comme outil technologique pour leur permettre de réaliser leur propre film. Donc, ils passent d'objet à sujet.
Ils utilisent la caméra pour décrire leur propre réalité de l'intérieur. Et depuis 8 ans, ils ont donc 2500 jeunes ont donc été initiés aux technologies numériques. Ils ont généré 550 courts-métrages qui sont maintenant traduits en plusieurs langues, souvent dans leur langue ancestrale, donc, sur des sujets qui les concernent, et qui voyagent à travers le monde. En fait, on est 1 mois, 6 semaines dans chacune des communautés, mais on y retourne chaque année pour approfondir les connaissances. Certains ont développé des studios permanents depuis. Ils ont remporté 60 prix dans le monde et on demande à ce que les prix soient des caméras pour qu'ils puissent continuer leur travail par la suite. Donc, il y a, à la suite du mois, il y a une moyenne de 5 films qui est produit par ce qu'on appelle escale dans les communautés. Et à la suite de ce mois-là, on fait donc du camion de pompiers pour annoncer la projection finale qui a lieu dans chacune des communautés, qui réunit l'ensemble de la communauté, donc 350, 400 personnes, qui viennent assister à ce que leurs jeunes ont à dire et partager avec eux des préoccupations dont ils n'auraient probablement jamais parlé autrement. Parce que le cinéma permet de transcender des préoccupations extrêmement présentes dans leur quotidien. On sait qu'ils portent une blessure profonde, les séquelles de leur histoire, et c'est sans doute pour ça qu'on préfère les ignorer finalement, parce qu'on a une espèce de responsabilité, de culpabilité historique dans ce destin-là. On sait que à l'époque des pensionnats, plus de 150 000 jeunes ont été arrachés à leur famille pour les amener dans des pensionnats où on essayait de les intégrer entre guillemets, de force à la société canadienne à ce moment-là, en leur faisant renier leur langue, en les abusant de toutes sortes de façons, en leur faisant renier leur spiritualité. Et ils ont été détruits et les séquelles de ça sont encore extrêmement présentes dans les liens quotidiens. Et ils les engourdissent beaucoup dans l'alcool et dans la drogue. Et les dealers de drogue arrivent bien avant nous pour leur proposer des activités, des paradis artificiels. Alors, on tente de pallier à ça en leur donnant d'autres possibilités de plaisir, en même temps qu'en développant des compétences et en leur donnant une voix qui résonne à travers le cinéma, d'abord dans leur communauté, puis hors de leur communauté et un peu partout dans le monde. À la suite de la projection dans la communauté, les films sont projetés à Montréal au Festival du Nouveau Cinéma, qui est un festival international où ils descendent de leur lointaine communauté pour présenter leurs films aux allochtones et faire tomber ou réduire cette méconnaissance, parce que les médias parlent des Premières Nations ponctuellement, mais en termes de bloqueurs de ponts, de non-payeurs de taxes, l'image qui circule d'eux est extrêmement négative. Et là, on découvre qu'ils ont beaucoup à dire, beaucoup de talent pour le dire, et une richesse culturelle et spirituelle et environnementale extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, leurs films voyagent à travers le monde et ils voyagent avec leurs films. Donc, on a par exemple 2 jeunes qui sont arrivés la semaine dernière de Nouvelle-Calédonie, où ils sont allés à la rencontre des Kanaks. On est maintenant actifs aussi en Bolivie, au Chili et au Pérou. Et les jeunes sont allés à la rencontre des Aymara, des Quechua, là-bas aussi. Ils ont rencontré les Zapatistes au Mexique. Et tout ça ayant comme objectif de briser leur isolement et de les relier au reste du monde pour faire en sorte qu'ils prennent conscience qu'ils partagent une culture commune et qu'ils prennent conscience de la force qu'ils peuvent avoir. Parce qu'en Bolivie, on sait qu'ils ont un président, Evo Morales, d'abord, qui est des Premières Nations. Là-bas, il y a des manifestations par milliers dans les rues. Ils sont conscients de ça. Quand ils vont là-bas, ils se rendent compte qu'on peut militer pour ses droits plutôt que de s'auto-détruire, parce que quand on pense à faire ça, on pense beaucoup moins à mourir. Et quand ils reviennent, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts et beaucoup plus animés pour s'impliquer socialement et politiquement dans leur communauté.
Donc, au fil des années, vous me ferez signe quand il restera pas beaucoup de temps. Au fil des années, certains d'entre eux, bon, évidemment, c'est un projet d'intervention d'abord, donc le but est pas que tous deviennent cinéastes. Certains sont passés par le Wapikoni Mobile, mais ils venaient d'un processus, ils venaient de désirs suicidaires ou même de tentatives de suicide, et ils sont passés à la fierté identitaire et à une confiance en eux qui leur permet d'accéder à toutes sortes de métiers. Et certains sont vraiment devenus cinéastes. Par exemple, certains ont eu une commande du Festival du Nouveau Cinéma pour une carte blanche pour faire le film de leur choix cette année. D'autres gagnent leur vie maintenant en enseignant en parascolaire l'audiovisuel ou dans des centres d'amitié autochtones. Ils sont responsables donc de l'audiovisuel. Et bon, il y a un site, évidemment, qui diffuse leurs œuvres. Ils restent propriétaires de leurs droits. Et on développe maintenant, justement, la téléphonie. Et moi, ce que je trouve assez sidérant, c'est quand on va sur Facebook, par exemple, actuellement, ils écrivent en Atikamekw. Alors, ils sont 3000 parce que les Atikamekw, à 98% parlent encore leur langue. Ils sont 3000, mais ils écrivent en Atikamekw et on voit les mots qui n'entrent pas dans leur culture, mais qu'ils ont assimilés comme télévision ou popcorn, maïs soufflé. Dans un message, on peut s'imaginer à quoi va ressembler la soirée, mais c'est tout ce qu'on comprend. Je vais juste être sûre de rien oublier. Oui, on parlait beaucoup de intergénérationnel. C'est important parce qu'il y a des ponts qui sont créés donc avec les Allochtones, avec les Autochtones, les Premières Nations dans le monde, avec eux-mêmes d'abord parce qu'ils connaissaient les blockbusters américains, souvent via même des génératrices parce que des communautés comme Kitsakik, bien qu'elles soient construites à côté d'un barrage qui n'a ni eau courante ni électricité, mais une génératrice. Mais ils n'étaient pas conscients qu'il existait d'autres formes de cinéma moins coûteux qui pouvaient leur permettre leur propre signature cinématographique et qui leur donnait accès au cinéma et qui permet aussi aux générations de se parler. Parce que souvent, par exemple, je prends l'exemple de Samian, que certains connaissent peut-être ici, qui est un slammer qui a commencé dans le Wapikoni Mobile, un Anishinaabe, qui chantait en français au départ et qui chante maintenant au moins autant en Anishinaabe parce que il est allé trouver sa grand-mère pour qu'elle l'aide à traduire ses textes et maintenant il se réapproprie sa langue. Et Evelyne Papati, qui vient de cette même communauté, qui est allée au Brésil chez les Xingu, chez les Ikepeng, qui est revenue. Elle a besoin d'un interprète pour parler à sa grand-mère maintenant parce que sa langue s'est perdue. Et elle a fait traduire le film en langue ancestrale de façon à ce que les aînés puissent comprendre ce qu'elle avait voulu exprimer. Je suis à combien? Pas mal loin. Ça serait bien de conclure. D'accord. Merci, madame. Alors, je vois sur Facebook aussi, on parle beaucoup du cercle, de l'importance du cercle dans les Premières Nations. Et on dit que le cercle s'est brisé. Le cercle permettait le passage du jour à la nuit, de la vie à la mort, dans l'harmonie et sans rupture. Il intégrait l'environnemental, le politique, le social et le culturel. Et on déplore maintenant que ce cercle-là soit brisé. Et je pense que si on réintègre la culture, c'est notre devoir de le redessiner, ce cercle-là, pour que tous ensemble, on retrouve cette culture diversifiée mais universelle qui donne un sens à la vie et le plaisir de vivre aussi. Voilà.